Eh bien, écoutez, bonjour. Je suis ravie d'accueillir nos trois invités ici présents, hem, qui sont avec nous pour parler de la notion de bien-être de l'animal, dans le cadre d'une spécialisation qui vient d'être créée par l'Institut de formation Agathea et par d'ailleurs les trois personnes ici présentes, puisque ce sont les formateurs que vous retrouverez au sein de cette spécialisation qui s'appelle Garantir le bien-être de l'animal de médiation. Et du coup, eh bien, il nous a paru intéressant de proposer une table ronde pour parler de cette question du bien-être de l'animal de manière un petit peu plus générale et aussi eh bien, de l'animal de médiation, bien évidemment. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser déjà vous présenter et nous dire qui vous êtes. Bonjour, je suis Solène Cormier, je suis donc formatrice auprès de l'Institut de formation Agathea. Je suis, également intervenante en médiation par l'animal et juriste de formation initiale. J'ai plusieurs spécialisations dans ma formation, mais j'ai plus approfondi, la notion de droit des animaux. Donc c'est pourquoi je suis ici avec vous aujourd'hui. Oui, alors moi c'est Élodie Dubois, je suis également formatrice, auprès de l'Institut Agathea et je suis éthologue de formation, donc spécialiste du comportement animal, c'est une branche de la biologie. Je me suis toujours intéressée, le fil conducteur de mon parcours, ça a été la relation homme-animal. J'ai également un BTS agricole, option cheval et je suis formée à la médiation, animale. Je m'intéresse particulièrement à ce domaine où, les animaux et les humains sont en forte interaction et les uns peuvent venir en aide aux autres. Merci beaucoup. Manuel Mengoli, vétérinaire comportementaliste, donc je m'occupe plutôt des troubles du comportement. Et au même moment, je suis chercheur en bien-être animal et éthologie clinique. Donc, on essaie d'aller du vivant avec ces petits problèmes à l'évaluation du bien-être du point de vue appliqué aussi. Donc, également formateur maintenant chez Agathea et on est là ce soir justement pour aborder les différentes capacités, les différents infos et tâches qui peut avoir avec le bien-être de nos animaux. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous les 3 pour ces présentations. Comme vous pouvez le constater, vous qui êtes à l'écran, on a ici 3 invités avec des regards croisés très différents et qui vont pouvoir nous apporter leur vision de ce qu'est le bien-être de l'animal. Et du coup, j'ai envie de commencer par une question, je dirais, qui est directement en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, puisque la société, notre société est en train de vivre un événement extrêmement bouleversant, hein, qui est celui de la pandémie, donc d'une crise sanitaire d'ampleur qui, du coup, nécessite qu'on soit, enfermés, confinés, que nos liens sociaux, se retrouvent, délités ou peut-être abîmés et avec des conséquences psychiques chez l'humain et on se rend compte et d'ailleurs, Manuel, je pense que tu pourras aussi le confirmer en tant que vétérinaire, on se rend compte que finalement les relations entre les humains et leurs animaux, leurs compagnons de vie évoluent, changent, avec, parfois des prises de conscience très fortes du vivant autour d'eux et même peut-être parfois un surinvestissement, hein, qui est lié, à tout ce qui est vécu en ce moment. Finalement, au regard de ce qui se passe, de cette société, est-ce que vous voulez bien vous donner votre regard du bien-être de l'animal? Qu'est-ce que c'est que ce bien-être de l'animal finalement? Tout à fait. Donc, c'est une période particulière, on le sait tous. Et c'est vrai qu'on a, dans un côté, ce qu'on voit est qu'on a, par certains, redécouvert une relation avec nos animaux. Ben, on était obligé de rester à la maison enfermé avec eux. On les découvre, on les redécouvre. Et cette liaison est quelque chose qui nous accompagne depuis beaucoup, beaucoup de temps. Mais peut-être on a découvert les partages d'une routine qu'on oubliait pour quelques heures pendant la journée. Donc, ce qu'on peut voir est que la société, effectivement, est en train d'aller de plus en plus vers l'animal et qui charge de l'animal d'une certaine spécialité, d'une certaine magie liée à la liaison qu'on peut voir avec. Et ça nécessite donc, à côté de cette envie de connaître l'animal, donc de pouvoir les reconnaître pour ses différences aussi. Donc, Mmh. on a des chiens, on a des chats, on a des animaux, peu importe qu'est-ce que soit l'espèce ou la race, ils sont des sujets qui ont des caractéristiques et qu'il faut reconnaître aussi pour pouvoir préserver
leurs besoins. Du point de vue de la clientèle, c'est clair qu'on se retrouve on se retrouvera encore plus avec quelques petits problèmes à niveau d'attachement. Il y a des gens qui ont complètement oublié qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'on part au travail, qu'ils restent tout seul. Et de l'autre côté, pourquoi pas, il y a des propriétaires qui ont découvert un vécu de l'animal en balade pendant la journée, plutôt que quand il reste à la maison, comment il faut jouer avec, comment il faut s'entretenir avec, qui a sûrement amené une clientèle, amené beaucoup de personnes à se poser quelques questions, à se poser, se repositionner vers l'animal, se repositionner dans une dynamique curieuse, mais moment qui cherche de se qualifier. Donc, n'est pas si bizarre qu'on aborde les sujets bien-être. Pourquoi mon animal fait ça? Et moi, comme clinicienne, c'est plutôt répondre pourquoi, quand il fait quelque chose, peut-être c'est quelque chose aperçu comme particulier par les propriétaires. Et également, pourquoi pas, on ne peut pas aller vers qualifier ma relation avec lui. Donc, ses besoins, ses droits, comme disait Solène, parce que ça évolue au niveau des sociétés. Et justement, pourquoi pas aussi dans une liaison des relations avec l'homme, entre l'animal et l'homme, qui peut être qualifiante aussi, et qui peut qualifier nos besoins et leurs besoins. Donc, c'est effectivement un moment cernière, très probablement, au niveau des sociétés, où on redécouvre notre amour vers les animaux et notre façon de partager avec eux la plupart de notre vie. Donc, c'est super intéressant. Absolument, oui, oui, tout à fait. Et on voit d'ailleurs, hein, les gens disent beaucoup, je m'appuie sur mon animal, heureusement qu'il est là dans cette situation, heureusement qu'il est dans ce partage avec moi. Alors justement, peut-être, Élodie, d'un point de vue éthologique, dans cette relation homme-animal, comment est-ce que toi, tu perçois ce qui se passe en ce moment et cette notion de bien-être de l'animal? En effet, je rejoins un peu Manuel sur le fait que le contexte nous fait nous poser un regard un peu différent ou plus approfondi de la relation qu'on peut avoir avec les animaux, de par ce confinement, qu'on peut même comparer un peu à la captivité entre guillemets. Et je pense que ça va aussi dans le sens d'un retour à la nature générale qu'on a pu voir déjà depuis plusieurs années, nature et plus particulièrement encore animale. C'est peut-être un détail, mais concrètement, on voit que par exemple, une des raisons de sortir, qui donne la liberté de sortir, c'est d'avoir un chien à sortir, d'avoir un animal à sortir. Donc ça peut amener aussi à se poser comme question, comme tu disais par rapport au surinvestissement, en tant qu'humain, voilà, chacun a sa façon de vivre cette période, de rester chez soi, d'être en contact permanent avec les animaux qu'on peut avoir, et de se poser la question, moi je me ressens comme ça, mais en effet, à quoi ressemble le quotidien de l'animal auquel je vis et comment lui peut ressentir cette situation. Donc je pense que c'est un des éléments qui peut pousser la réflexion dans le bon sens, je l'espère et je pense, sur la notion de bien-être. Et le bien-être n'est pas différent, au final, pas tant différent que ça entre nous et ce que peuvent ressentir beaucoup d'animaux. Donc je pense que là-dessus, c'est intéressant à étudier et je pense que ça peut être un facteur qui fait que justement ça va être encore plus pris en compte à l'avenir et ce à la fois pour, souvent on parle des animaux d'élevage ou les animaux sauvages captifs, mais aussi il y a tout le domaine des animaux de compagnie qui souvent n'est pas placé au même niveau et là ça peut peut-être réajuster un petit peu cette vision globale de l'animal dans la société. Justement, Solène, je te vois hocher la tête. Tu veux rebondir peut-être avec l'aspect juridique aussi Tout à fait. Là je vais rebondir sur ce que vient de dire Élodie. C'est vrai que du point de vue du droit, le droit aime catégoriser, aime classifier, organiser. Et c'est vrai qu'au sein du règne animal, le droit fait une distinction entre les animaux de rente, les animaux d'élevage et les animaux de compagnie qui sont là avec nous, humains, juste pour notre bien-être, notre agrément. Et là, aujourd'hui, on glisse vraiment de cet agrément à la notion de bien-être. Les animaux sont là dans notre quotidien, ils sont au sein de nos foyers. C'est vrai que la période sanitaire que nous vivons a peut-être aussi et sûrement rapproché des maîtres, des humains, de leur animal de compagnie. Et le droit aujourd'hui enclenche une réflexion un petit peu plus poussée
sur le statut juridique de ces animaux de compagnie. Peuvent-ils être sujets de droit? Vaste débat. Doivent-ils être protégés? A priori, le législateur semble quand même aller dans ce sens, mais jusqu'où? Jusqu'où les animaux peuvent-ils être titulaires du droit et tous les animaux peuvent-ils avoir les mêmes droits? Tu veux bien nous dire où on en est aujourd'hui justement, finalement, parce qu'on a vu, quelques articles passer, il y a eu des éléments qui ont été relayés dans la presse. Finalement, aujourd'hui, sur le plan de la loi, qu'est-ce qui préserve le bien-être de l'animal? Alors, du point de vue de la loi, on a eu une grosse modification de la loi en 2015 hein, sur l'article 515 -14 du Code civil qui nous dit que l'animal est un être doué de sensibilité. Donc, il n'est plus attaché, juridiquement parlant, au régime des biens, puisque jusqu'alors, il était considéré comme un bien, comme une chose. Aujourd'hui, c'est un être vivant doué de sensibilité. Cependant, du point de vue du droit, le régime des biens lui reste malheureusement applicable. Du coup, le législateur a entamé une modification, mais n'est pas allé au bout de la démarche, dans le sens où il a créé un statut différent, à mi-chemin entre le bien et l'humain, mais un régime particulier spécifique. Donc, on est bien loin encore de la prise en compte du bien-être. Du point de vue du droit, si vous voulez, on va avoir une différenciation au niveau du droit pénal, c'est-à-dire que déjà depuis plusieurs années, au niveau du droit pénal, l'animal n'est pas au même titre, au même rang que les choses. Hein. Des actes qui seraient portés sur un animal sont considérés comme étant plus graves que des atteintes aux choses, aux biens. Néanmoins, à aujourd'hui, les animaux ne sont pas titulaires de droit. Il n'y a pas de droit, tout simplement parce que pour être titulaire de droit, il faut avoir ce qu'on appelle une personnalité juridique, et aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Okay. Donc, les animaux sont toujours protégés, si vous voulez, d'un point de vue patrimonial, puisque tout notre droit français est basé sur le droit de la propriété. Le Code civil est un code de propriétaire, et l'animal va être protégé au titre du droit de propriété. D'accord, effectivement. Donc il y a encore du travail, la prise de conscience. Il y a des évolutions, et c'est vrai que les animaux sauvages tendent à être de plus en plus protégés. Est-ce qu'ils sont protégés au titre d'animal sauvage ou au titre de environnement? Ça, c'est encore tout un autre débat. Alors, j'ai envie de rebondir, Solène, sur ce que tu nous dis, parce que finalement, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, je dirais dans la majorité, enfin, je parle sous couvert, notamment de Manuel et d'Élodie, c'est que, les êtres humains qui vivent avec leurs animaux de compagnie ont plutôt tendance à les imaginer comme, des membres à part entière du cercle familial. Mais finalement, alors, Élodie, je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, à quel moment aussi on se garde de la notion d'anthropomorphisme? C'est-à-dire à quel moment on reste conscient que ce sont des individus à part entière qui partagent nos vies? Parce que, finalement, est-ce que c'est pas non plus trop risqué d'aller trop loin dans cette proximité de vie avec nos animaux et de gommer quelque part, les individus qu'ils sont pour se projeter sur eux parce qu'ils n'ont pas le langage peut-être? Si, tout à fait, ouais, je te rejoins sur ce point. L'anthropomorphisme, de manière générale, peut mener à des risques. Voilà, le fait de prêter, souvent ça part d'un bon sentiment, entre guillemets, le fait d'essayer d'interpréter avec notre vision humaine ce qu'on peut voir de l'animal, mais ça sous-entend qu'à tous les niveaux, ils peuvent effectuer les mêmes choses, avoir le même raisonnement ou la même conscience des choses que nous. Il y a quand même des différences à prendre en compte et ça peut être dangereux sur ce point-là, et même aussi de croire que, par exemple, de croire qu'ils ont les mêmes besoins que nous, en termes de besoins biologiques, comportementaux, éthologiques, justement, et même santé.
Voilà, chaque espèce a vraiment sa propre façon de percevoir le monde et ses propres besoins qui doivent être comblés. Donc, c'est vrai que voilà, si on imagine que nos besoins correspondent forcément à notre animal de compagnie, c'est là où ça peut être dangereux aussi, et ne pas réussir à être objectif. Là, on n'a plus d'objectivité quand on est trop dans l'anthropomorphisme. Donc c'est ça qui peut être dangereux, mal interpréter le comportement, les signes de bien-être ou mal-être dans les deux sens. Et à ce niveau-là, en effet, et surtout actuellement, enfin voilà, les besoins se font ressentir, différents besoins, et faut trouver comment les combler. Et même par rapport à la situation, voilà, ça peut faire prendre conscience de certains besoins. Par exemple, je reprends l'exemple des chiens, mais pour les chiens, il n'y a pas seulement le besoin physique de dépense, mais justement, si on ne peut plus avoir ce besoin physique de dépense, il faut trouver, combler les besoins de dépense d'une autre façon, une dépense intellectuelle ou autre. Donc, c'est s'adapter au mieux, mais pour s'adapter, il faut avoir conscience des réels besoins de l'animal qu'on a. Donc, dans tous les cas, l'anthropomorphisme, même partant d'une bonne volonté, on va dire, peut être dangereux. Tout à fait, absolument. Et justement, peut-être, Manuel, en tant que vétérinaire comportementaliste, quels seraient, pour toi, les leviers qui permettraient de rester, vigilant, à l'état d'être réel de son animal, plutôt qu'à une projection? Voilà, je vais rebondir sur ce que disait Elodie. C'est super intéressant. Il y a 3 éléments qu'il faut retenir. Premier élément, on n'a plus de foyers en France depuis 2019 qui ont des animaux pets, chiens, chats et autres animaux, que des foyers qui ne les ont pas. Donc, il y a une recherche des continuités dans notre vie de tous les jours avec un compagnon animal à côté. On a une hausse pendant les confinements, comme on disait, d'adoption ou de recherche d'avoir un animal dans les foyers. Mais également, la France, troisième point, on est avec les nombres d'abandons plus importants en Europe. Donc, il y a probablement une recherche et une envie d'avoir une relation, mais peut-être il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette communication, ou parfois on se retrouve avec quelque chose qui n'était pas prévu, une communication peut-être parfois difficile. Tout simplement, on n'a pas les infos qu'il nous faut, ou peut-être les infos qu'on a, c'est très hétérogène. On n'a plus de magasins, plus d'infos, plus de médias, plus de posts sur Facebook avec un joli chien, un joli chat, un doudou, quelque chose qui nous amène effectivement en quantité pas mal d'infos. Et finalement, au niveau qualitatif, on peut le voir récemment, il y a beaucoup de débats sur cette transmission à la télé, voire Netflix, on ne dit pas quoi, mais où encore on a un langage, encore on a une vision un peu Moyen-Âge, et donc on se retrouve aujourd'hui avec 2 vitesses. L'envie d'avoir l'animal à côté et ne reconnaître pas la spécificité dans le sens pas de l'espèce, mais de la caractéristique de l'individu. Et par exemple, on sait très tranquillement, on fait un peu les vieux profs, mais on a 5 libertés. La 4e est fondamentale, et reconnaître la différence de l'animal et pouvoir lui permettre d'exprimer les comportements qui fait partie de son éthogramme, qui fait partie de son être animal. Donc, reconnaître la différence et qualifier la relation aussi. Donc, un chien, une race, une espèce font une certaine différence. Et reconnaître une différence est quelque chose de très qualitatif quand on se pose dans un dialogue. Si c'est un monologue, on essaie d'en faire pas beaucoup. Si c'est un monologue, c'est plus facile parce que je ne dois pas me mettre et me poser dans une condition d'échange. Si on veut échanger avec nos animaux, c'est fondamental de les reconnaître avec leurs besoins, étudier pour les reconnaître, se faire conseiller par des professionnels. Et très souvent, ce n'est pas un échec en soi-même. Comme on disait, la volonté est là. Mais pourquoi pas reconnaître et aller chercher plus en profondeur. Donc, ici, on parle plutôt d'un dialogue entre professionnels aussi. Mais ça qualifie et ça mène à ce point-là la relation à être en plus, à être de la valeur, à être de la monnaie qu'on peut poser sur la table, qu'on peut utiliser pour améliorer des deux côtés, effectivement, relationnel, comme on disait. Donc, ce que tu disais, c'est tout à fait fondamental. A bien expliqué Solène où on est aujourd'hui, où on va parce que ça bouge. Et il le dit aussi comme cette spécificité soit fondamentale, effectivement. Et la reconnaître soit dans nos acquis, il faut le passer aux autres pour y aller ensemble, parce que c'est tout à fait le but. Tout à fait, absolument. C'est vraiment passionnant et du coup,
J'ai envie de rebondir, hein, encore, sur ce que vous nous proposez tous les 3. C'est-à-dire que là, on est déjà sur un vaste débat concernant la question du bien-être de nos animaux de compagnie qui partagent nos vies au quotidien. Mais si on va plus loin, eh bien, finalement, on parle aussi, de médiation par l'animal, c'est-à-dire de, placer nos compagnons de vie dans des situations de travail. Ils deviennent alors nos compagnons de travail et ils vont avec nous au contact de personnes fragilisées, hein, dans le cadre de la relation d'aide. Alors finalement, cette question du bien-être de l'animal de médiation, comment vous souhaiteriez nous en parler? Alors je pense qu'elle est, primordiale dans le sens, en fait, où encore une fois, on va mettre, en relation, des individus d'espèces différentes avec, chacun vraiment leur particularité. Quand on parle de monde, sensoriel propre à chaque espèce et même à chaque individu, même là, quand vous écoutez ce qu'on dit, chacun va percevoir des choses, ça va faire écho à certaines choses, même si c'est le même contenu, les mêmes images, chacun va vraiment percevoir ça différemment. Donc c'est d'autant plus vrai entre espèces différentes. Et là, en plus, on met volontairement en présence des êtres humains avec des particularités, que ce soit physiques, mentales, motrices, tout ça, et des animaux qui eux-mêmes ont leur propre vécu et leur propre façon de voir les choses. Et ça me fait penser aux 5 libertés qu'évoquait Manuel. Là, justement, c'est en train d'évoluer et on essaie de parler de plus en plus d'une 6e liberté qui serait le fait de ressentir des émotions positives. Parce que le bien-être, c'est pas seulement être neutre, c'est pas seulement l'évitement du mal-être, mais on tend à aller vers quelque chose de plus loin, d'aller plus loin là-dedans. Et je pense que cette notion voilà, de respect, respect de l'animal ou même de l'individu avec lequel on le met en interaction est très importante dans ces activités. Et il faudrait que, voilà, on pense souvent aux bénéfices que ça peut avoir pour l'humain, mais pour moi, il faut être très vigilant aussi aux bénéfices ou risques que ça peut avoir du côté animal et savoir comment eux perçoivent la situation et pas se focaliser avec notre point de vue d'humain sur les bénéfices humains et juste un état neutre pour l'animal. Pour moi, cette notion d'émotion positive et de plaisir, même dans cette activité, doit être dans les deux sens pour être justement le plus bénéfique possible. Tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a deux éléments. C'est très bien, j'adore le mot respect, parce que respect, ça veut dire reconnaître les besoins de l'autre aussi. Et comme professionnel aussi, j'en ajoute un deuxième, c'est éthique. Donc, c'est une approche éthique. Donc, on se pose dans une idée de valeur morale. Et pourquoi pas, on switch au niveau des paradigmes. Donc, si vraiment on va au bout et on prend un peu les sujets aussi abordés par Solène, elle continuera, je pense, dans cette idée, on passe de l'idée d'avoir un outil à l'idée d'avoir un coéquipier. Donc, il y a un paradigme qui change de façon ravissante. C'est une vision qui nous pose à nous rechercher aussi de protéger, parce que la protection fait partie, quand on travaille en équipe, des besoins pour aller dans la même direction. Donc, c'est normal aussi, 2021, se positionner de façon éthique, se positionner d'une façon pour laquelle on respecte. Et si c'est un coéquipier, peut-être c'est plus facile travailler ensemble et essayer de les protéger. Donc, c'est un débat ouvert. C'est un débat qui amène à échanger. Donc, je pense que toute l'équipe, nous trois, toute l'équipe d'Agathea, c'est dans une ouverture dans les dialogues. Et c'est là qu'on avance et on fait quelques pas en avant, justement, pour reconnaître les droits animaliers, les valeurs et les respects pour nos animaux aussi. Donc, c'est super bien aller dans cette direction, je pense. Absolument, c'est fondamental, hein. Solène, est-ce que tu veux rebondir? Parce que finalement, Manuel a parlé de la notion de protection. Comment est-ce que tu vois ça, toi, de ton regard juridique en droit animalier? Aujourd'hui, il n'y a pas de protection spécifique pour l'animal de médiation. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, les animaux n'ont pas de personnalité juridique, donc a priori, ils ne sont pas sujets de droit. Néanmoins, c'est aussi l'une des vocations du droit de protéger les plus fragiles. Aussi, on peut s'interroger sur
le rôle que le juriste, le législateur a à jouer dans ce domaine. Il va de soi que dans le champ de la médiation par l'animal, comme le disait très justement Élodie, on est dans une interaction entre humains et animaux, entre plusieurs espèces. À partir du moment où il y en aurait un des deux qui serait dans un état de mal-être, je ne vois pas comment ça ne rejaillirait pas sur l'autre. Donc, je pense qu'il est aussi pour notre bien-être à nous, en tant qu'humains, il devient primordial de prendre en compte le bien-être de nos animaux. C'est pour moi indéniable. Alors aujourd'hui, le législateur, du point de vue État, au niveau de l'État, reste encore un petit peu, à mon sens, à la traîne. Néanmoins, nous avons quand même des mécanismes, nous, en tant que professionnels, pour pouvoir agir. C'est très intéressant, absolument. Et finalement, la question fondamentale reste comment outiller notre regard pour percevoir ces individus qui nous accompagnent dans ce quotidien qui est le nôtre, dans ce travail qu'on leur propose. Comment faire pour leur permettre d'être dans un état de bien-être, donc de plaisir partagé finalement avec nous, ce qui garantit aussi la fameuse réciprocité homme-animal sur laquelle on s'appuie dans nos pratiques. Et ça, finalement, eh bien, c'est ce qu'on abordera tout au long de la spécialisation sous 3 angles, 3 angles différents, 3 axes. Est-ce que vous souhaitez nous en parler un petit peu de ces 3 axes qui vont être abordés au sein de la spécialisation? Moi, je peux seulement dire, on a pas mal travaillé. Je pense que c'est une spécificité du cours qui est intéressante pour nous aussi comme formateurs. On ne se concentrera pas seulement sur les moments de la médiation, mais on va voir l'animal à 360 degrés. Donc, sa vie avant les moments où on est en séance, sa vie après. Donc, c'est vraiment dans une idée d'individu, donc de sa préparation mentale, de la possibilité qu'il a d'avoir une routine qui soit adaptée. Pourquoi pas, il va au travail et donc il est dans une situation de semaine à 35 heures, entre guillemets. Mais c'est dans cette vision où on peut rechercher tout au long de la formation justement les éléments, les marqueurs d'un état de mal-être, de bien-être, de qualifier un relationnel comme professionnel et coéquipier, comme on disait. Donc, pourquoi pas se concentrer sur des autres moments aussi dans la vie de l'animal qui lui permet d'être un animal plus équilibré, où il y a équilibre, il y a capacité d'échange et on va encore une fois sur cet aspect relationnel sur lequel on centrera, on visera aussi tout est possible pour qualifier encore une fois. Donc, on ne dit pas plus, parce que sinon, je laisse dire quelques mots en plus aux autres, mais c'est très intéressant parce que c'est abordé d'une façon, je pense, qui est une façon qu'on laisse parfois à côté, que c'est justement intéressant de développer. Voilà. Merci beaucoup Manuel. Est-ce que Solène, Élodie, vous souhaitez partager un petit mot de conclusion parce qu'il va être déjà temps de se quitter? Un petit mot de conclusion, l'objectif peut-être aussi de cette spécialisation et sur laquelle nous avons réfléchi, c'est de préparer les professionnels à se poser les bonnes questions. On apportera bien évidemment quelques réponses, quelques pistes, mais l'idée c'est aussi de pouvoir donner les clés aux professionnels pour assurer le bien-être de son compagnon de travail, de son compagnon de vie, que ce soit à la maison ou pendant ces séances, comme le disait très justement Manuel. Merci Solène. C'est ça, tout à fait. Moi, je pense que l'approche, nos 3 approches vont être complètes là-dessus. C'est ça, c'est donner des outils. Et parce que souvent, déjà, si les personnes se tournent vers ce genre de thématiques, de spécialisation, ça part d'une bonne volonté de prendre en compte, de savoir qu'est-ce qu'on entend vraiment par bien-être et comment pouvoir le prendre en compte
au quotidien dans leur pratique et leur travail. Et c'est vrai que même voilà, le fait de savoir observer, ça s'apprend, c'est pas forcément inné, et savoir quoi observer. C'est des moments très riches, les séances de médiation animale. Il y a plein de choses à gérer et à observer en même temps. Donc savoir quoi observer et comment possiblement les interpréter, tout en sachant qu'il y a chaque individu est différent et c'est à prendre en compte. Donc tout ça, voilà, des clés pour une pratique éthique. Merci beaucoup. En effet, merci à tous les 3. Donc, je pense que, vous l'avez bien compris, hein, c'est une spécialisation, qui se veut, traiter j'ai beaucoup aimé tes termes, Manuel, de l'animal à 360 degrés, hein, vraiment, sous toutes ses formes et finalement à travers les différentes espèces, l'animal sera abordé dans tous ses aspects systémiques, holistiques, de manière à garantir au mieux son confort physique et psychique évidemment, être au plus proche de ses besoins pour que dans ce qu'on lui propose, c'est-à-dire être auprès de publics fragilisés, eh bien, il puisse être le plus à l'aise possible et dans la meilleure réciprocité possible. Eh bien, écoutez, si vous voulez en savoir plus, toutes les informations sont disponibles bien juste après sur la diapo qui va s'afficher et sinon, vous pouvez vous rendre sur le site www.agatea.org. Merci beaucoup, merci à tous les 3 d'avoir été là et bien, on a hâte de vous retrouver dans la spécialisation.